La Crique de l'Aube vous présente aujourd'hui un extrait de la vision d'Anacharsis de Malpertuis de Jean Ray. Vous aurez beau bâtir des églises, jalonner les chemins de chapelles et de croix, vous n'empêcherez pas les dieux de l'ancienne Thessalie de réapparaître à travers les chants des poètes et les livres des savants. Hawthorne. Le brouillard se déchira, et l'île, que la furie des brisants annonçait déjà de loin, parut si terrifiante que le marinier Anacharsis, cramponné à la barre, se mit à crier d'effroi. Depuis plusieurs heures, sa tartane, la Phéna, courait à sa perte, attirée par l'aimant mortel de ce monstrueux rocher battu par de hautes vagues livides et couronnées par la flamboyante colère de la foudre. Anacharsis cria, car il avait peur de la mort qu'il voyait autour de lui depuis l'aube. La chute de l'antenne avait tué Miralès, son pilote, et quand le petit navire prenait bande sur tribord, l'eau embarquée refluant, il voyait le cadavre du mousse Estopoulos, la tête prise dans le dallot. La Phéna n'obéissait plus au gouvernail depuis la veille au soir, et la manœuvre de son patron était purement instinctive. Celui-ci se rendait compte qu'il avait perdu complètement sa route, tant par dérive que par vent contraire et marée étrangère. Il ne se souvenait pas d'avoir jamais vu l'île, quoique la mer lui fût familière depuis bien des années. De cette terre mortelle, déjà si proche, lui venait l'odeur affreuse des anagyres, herbe 3 fois maudite, et il sut que les esprits impurs étaient mêlés à son aventure. Il en fut tout à fait sûr quand il vit des formes flotter sur les chaperons du rocher. Elles avaient de repoussantes attitudes humaines et étaient, pour la plupart, géantes au-dessus de toute comparaison. Elles étaient de sexes différents, à voir la force des unes, la beauté relative des autres. Les dimensions, elles aussi, différaient. D'aucune même s'approchait de la normale, d'autres semblaient naines et difformes, mais il se peut que l'éloignement eût une parie dans ces dissemblances de la vision. Immobiles toutes, elles fixaient le ciel tourmenté, figées en un horrible désespoir. « Des cadavres !» dit-il en un sanglot. « Des cadavres grands comme des montagnes !» Et, avec terreur, il détourna ses regards de l'une d'elles, qui, dans sa formidable immobilité, restait empreinte d'une majesté indescriptible. Une autre ne flottait pas, mais faisait corps avec le roc. Elle était tordue d'angoisse et d'inhumaine souffrance, son flanc béait comme une caverne, et elle seule paraissait avoir gardé d'affreux frissons de vie et de mouvement. Une ombre planait sur elle, mais comme des écharpes de brume s'en emparaient par moments, le marinier ne put lui assigner une identité distincte. Pourtant, il aurait juré que c'était un oiseau de dimension énorme. Il montait et descendait au gré de l'ouragan. Toutefois, il était visible qu'il veillait avec une avidité féroce sur la forme captive du rocher. À un certain moment même, il chut du haut des airs sur la proie fantomale et, cruellement, la laboura des serres et du bec. Un tourbillon se saisit de la tartane, la fit tournoyer comme un toton et la rejeta hors des brisants. Le tape-cul et le beaupré furent rasés, et le cadavre du mousse sauta par-dessus bord. Un espar fonda sur Anacharsis et le frappa à la nuque. Pendant quelque temps, il perdit la notion des choses, et quand il reprit ses sens, il avait quitté la barre et s'agrippait au moignon d'une mât. Il ne voyait plus l'île que le brouillard avait reprise, ni les hideuses formes flottantes, mais une figure féroce se penchait sur lui.